Je suis Madeleine Massangu, la présidente, ancienne présidente donc, du Cercle de l'Aréopage et présidente du Cercle maintenant Retour au réel. Ce que nous pouvons dire, c'est que après les petites tribulations que nous avons eues, Frère Thierry a pris le temps de remettre en place avec une équipe de jeunes autour de lui l'ensemble des documents que vous pourrez visionner tout cet été. Il y en a plus de 400. Ils vous seront mis en ligne au fur et à mesure. Actuellement, vous en avez au moins 50 par rapport au retour au réel. Donc, je pense que vous allez passer un été fructueux, instructif et dynamique. Alors, on ne présente plus Frère Thierry. C'est lui, en réalité, c'est lui qui est à la base du Cercle de l'Aréopage et à la base de tout, à la base du retour au réel. Vous avez suivi les conférences, nous avons des éminents conférenciers. Frère Thierry, on se demande d'ailleurs comment il fait, autour de lui un cercle merveilleux, je dis bien que c'est le cercle merveilleux et vertueux. Aujourd'hui, naturellement, il nous maintient au courant de tout ce qui se passe dans le monde actuel, les dangers que nous encourons, l'histoire des idées, les idées nouvelles, les idées qui se profilent, et bien sûr, tout cela pour nous permettre de comprendre d'où nous venons, le monde dans lequel nous sommes, et celui qui est juste le monde à venir, mais il n'est plus à venir parce qu'en réalité, il est présent devant nous. Donc aujourd'hui, Frère Thierry va vous parler de l'idéologie mondialiste. Je vais essayer d'être schématique, pédagogique et donner quelques références de lecture. L'idéologie mondialiste, on devrait dire les idéologies mondialistes. Et je l'expliquerai tout à l'heure. Il y a le mondialisme pur et dur et ce qu'on appelle les altermondialistes. L'émergence de ces courants de pensée remonte à loin. Cette année, vous avez eu plusieurs conférences sur ce thème. Et d'ailleurs, cette conférence va servir, modifiée bien sûr, d'introduction à un livre qui sortira normalement au mois d'octobre, un livre collectif sur le mondialisme. Aujourd'hui, parler de gouvernance mondiale, tout le monde y est habitué. Et pourtant, il y a 67 ans paraissait un petit livre qui avait pour titre « Bientôt en gouvernement mondial » d'un certain Pierre Virion, qui avait été publié aux éditions Saint-Michel, republié chez Teki. Et ce livre, à l'époque, avait été accueilli avec ricanement, haussement d'épaule. On le prenait pour un farfelu, surtout que l'auteur insistait sur les racines idéologiques de ce courant de pensée, sur les filiations intellectuelles avec des penseurs plus ou moins liés à des cercles occultes. Et on peut remonter jusqu'à Comenius, qui est un des patrons, on vous l'a rappelé plusieurs fois cette année, de l'UNESCO. De nos jours, de nombreux réseaux, cercles philosophiques, politiques, économiques, religieux, et j'aurai la charité de ne pas prononcer de nom, prônent une gouvernance mondiale. Un des premiers, ça avait été Bush. Et quel est le but de ce mouvement? C'est d'apporter aux hommes du 3e millénaire l'âge d'or, le bonheur. Bien sûr, les médias officiels, comme pour le livre de Teki, balayent ça d'un revers de main, complotisme, gens délirants. Et on peut penser par exemple à l'accueil récemment fait du livre de M. De Villiers, où il montre les arcanes de l'Europe. Et pourtant, qui pourrait nier que des hommes d'influence
et des institutions œuvrent pour le mondialisme, afin, comme ils le prétendent, parvenir à l'âge d'homme, à l'âge d'or. Pensez par exemple à un triste personnage, l'abbé Pierre, était déjà, il y a très longtemps, il s'est déclaré citoyen du monde. Quel est l'objectif prôné? Un monde sans frontières, une humanité unifiée, c'est-à-dire métissée. Mais si on prend uniquement les deux premiers termes de la phrase, sans frontières et unifié, bon, c'est pas une idée neuve en soi. On a ça dans différentes utopies, on vous l'a expliqué cette année, chez Thomas More par exemple, entre autres. Ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, les Européens ont la conviction que l'humanité dans son ensemble, quel que soit le pays, quelle que soit la civilisation, s'est engagée dans cette voie. Alors il faut bien situer sur le plan historique comment on est arrivé à ce monde, à ce mode de pensée. Quelques dates. En 1989, chute du mur de Berlin, dislocation du pacte de Varsovie. Certainement, cela a joué une certaine importance dans cette prise de conscience. C'est le triomphe apparent de la démocratie. Pensez à certains livres. De la démocratie sur le communisme. Et cela a pu faire croire qu'une aube nouvelle s'ouvrait à l'humanité, le nouvel ordre mondial. C'est un fameux livre qui a pour thème la fin de l'histoire. Mais très rapidement, on peut penser à l'effondrement des tours en Amérique. Il y a certaines réalités qui sautent à la figure. La chute des tours a été un démenti, un frein. Ça aurait pu être un frein, cette marche en avant, vers un idéal planétaire de démocratie. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'il n'y a eu aucune conséquence. Bien au contraire. Les démocraties occidentales, fortes de leur progrès, de leur avancée technologique, sûres de leurs droits, alors ça c'est une notion très importante à retenir, vont se lancer dans la réalisation de cette hégémonie planétaire. Donc à la poursuite de cette utopie, qui peut ignorer le rôle joué? Je vais donner que deux exemples, mais il y en a bien d'autres. Soros, on peut penser, je vous renvoie au livre de M. Plaquevent, je ne rappelle plus de la maison d'édition, mais enfin ça se trouve facilement. Et un autre personnage, lui qui est mort, est Peter Sunderland, qui a été ténor général en Irlande. On le retrouve plus tard à Bruxelles. On le trouve responsable de la politique de la concurrence pour l'Europe. De nombreuses fonctions dans les banques internationales, dans des cercles d'initiés, bien sûr. Il est homme d'affaires et homme politique, à la fois. Il est directeur du GATT à une époque, de l'OMC, bien sûr membre de la trilatérale. Alors essayez de regarder sur Internet ce que c'est, si vous ne le savez pas. Tout en étant, et c'est très important, chevalier de l'ordre de Malte et membre
ou du moins associé à l'Opus Dei. En 2006, il est le représentant spécial de l'ONU pour l'immigration. Et en même temps, directeur de la Commission internationale catholique, je mettrai ça entre guillemets, sur l'immigration. Et bien sûr, il va plaider auprès d'un certain François sur les bienfaits de la globalisation par le mélange des populations. Ce sont ses propres termes. Termes à retenir. Aux États membres de l'Union européenne, puisqu'il était un personnage très important dans l'Europe de Bruxelles, tous ces discours ont pour but d'affaiblir l'homogénéité de chaque nation. Car selon lui, selon ses théories, la prospérité serait le fruit de l'ouverture à l'international. Il va de soi qu'il est mort maintenant, mais qu'il a lutté contre le Brexit. Et il s'est montré un apôtre inlassable du mondialisme. Dislocation des cultures nationales, afin d'accueillir et d'intégrer les cultures étrangères. Les migrants, afin de conduire, ou plutôt de construire un monde nouveau, multiculturel, multiracial. Et bien sûr, ce projet est en phase avec les plans du grand capital qui aspire à quoi? À l'apparition d'une société de consommateurs mondialisée, sans identité, cosmopolite. Alors, ces gens-là, qu'ils soient, on le verra tout à l'heure, je parlerai des altermondialistes ou des mondialistes, ils ont le mythe de l'âge d'or. Et pourtant, le mythe du progrès, qui a été très important au XIXe siècle, cède la place aujourd'hui au mythe de l'âge d'or. On peut se demander pourquoi. Et on pourrait dire que ce mythe de l'âge d'or, dans les grandes lignes, avec des nuances près, c'est l'idéologie des écologistes. Et au même moment, on discerne une dérive totalitaire. Bon, Jean-Paul II parlait de la démocratie totalitaire. Une dérive totalitaire des institutions internationales qui cherchent à imposer partout leurs projets. Comment? Il faut retenir ce mot. Par le consensus. Et on le verra même dans le droit entre sociétés, c'est le consensus et non plus le droit qui va s'imposer. Alors bien sûr, ces deux courants vont s'affronter, mais peu à peu vont imposer une nouvelle anthropologie. Et on voit ça, qu'on soit de droite, de gauche, l'homme n'est plus qu'un matériau soumis au droit positif. Regardez lors de l'affaire Lambert, le sujet de la conférence n'est pas celui-là, la réaction d'un député soi-disant de droite, disant que la justice avait tranché. Mais sur le plan des idées, voilà une belle régression. Donc je disais qu'au XIXe siècle, c'était le mythe du progrès et de la science. Or, si on regarde notre monde, la confiance dans l'avenir est ébranlée. Et il y a quelques faits majeurs qui ont contribué à cela. On peut penser en France à l'affaire du sang contaminé. La République autrefois s'était construite sur le mythe de la raison, du progrès et effectivement d'un bonheur futur. Aujourd'hui, la science et la technique sont perçues par les populations comme un danger ou un ennemi potentiel. D'où, et retenez bien le mot, le principe de précaution.
Alors des lobbies, des ONG, des groupes politiques en ont fait leur fonds de commerce. Alors ça se concrétise par quoi? Quelques slogans. Développement durable, commerce équitable, investissement éthique. Hein. C'est pour ça que Mme Lagarde avait facilité la finance islamique en Europe. Sont la face économique de ce mouvement qui se réclame à la fois de l'écologie et du New Age. Les crises écologiques, qu'elles soient marées noires ou catastrophes naturelles ou industrielles, les crises monétaires, sociales, politiques, financières, qui bouleversent un peu l'ordre du monde à l'heure actuelle, font douter de l'avenir. Mais ça, c'est le ressenti du peuple, ou du peuple marginal, ou périphérique. Or, il faut savoir qu'il y a des techniques, et ce n'est pas le sujet de la conférence de ce soir, non seulement de manipuler, mais d'imposer ce qu'on ne souhaiterait pas. On a lu à la radio, vous savez qu'on a une radio libre maintenant, un cours de l'ENA qui cite Chomsky en 8 points. Comment modifier l'état d'esprit d'une nation? Là, on pourrait donner de nombreux exemples. Dans ce monde où le néolibéralisme n'a plus comme adversaire que le néo-nihilisme, il faut en prendre conscience. Le christianisme ne représente plus rien. Beaucoup, pour surmonter leur crainte, leur peur de l'avenir, qu'ils le sentent menaçant, se réclament d'un altermondialisme. Alors vous en avez entendu parler lors des différents sommets, ils protestent, ils cassent, mais avec, disons, l'œil bienveillant des médias, qu'ils soient, quelle que soit la couleur. Sous nos yeux, et on n'en a pas forcément conscience, s'élabore une nouvelle idéologie que l'on peut résumer en quelques points. Donc je vais essayer d'être très schématique. Et bien sûr, je mettrai certains aspects. Premier terme, la Terre est un ensemble d'organismes cohérents, vivants. Et cette biosphère est un système global. Alors cette idée-là, vous la retrouvez bien sûr chez les écolos, chez les grandes instances de l'ONU, et on en trouve les prémices dans les élucubrations d'un certain Teilhard de Chardin. Si cette Terre est un organisme vivant, elle a une valeur propre, et l'homme doit limiter ses pouvoirs destructeurs. Préserver, sauver la planète. Voilà le grand thème qui fera bouger les foules. Même si, scientifiquement, beaucoup de leurs assertions s'avèrent fausses. Et je vous renvoie à une conférence précédente de M. de Larminat sur l'écologie qui est sur la chaîne. Notre société technicienne entraîne des transformations des milieux naturels. Aussi faut-il changer l'organisation de la société. Et ça, c'est un thème fondamental de tous les écolos. Créer un monde nouveau et un mode de vie respectueux de l'environnement. L'économie libérale, quant à elle, et tout à l'heure je reviendrai sur les écologistes pour montrer que cette utopie qui remonte au 19e, 20e siècle, cette utopie de gauche a toujours oscillé entre l'utopie et le marxisme. Quant à l'économie libérale, lors des 2 siècles précédents,
elle était marquée surtout par le mercantilisme anglo-saxon. Et maintenant, il fait face à la globalisation planétaire. Et autrefois, si on veut comparer les deux économies, elle avait besoin autrefois d'un certain enracinement pour la production en masse de biens de production. Aujourd'hui, cela, surtout dans la société post-industrielle, cette économie n'a que faire des nations. Et je vais le montrer. Les gouvernements ne contrôlent plus l'économie. Ça, c'est un mythe. Cette dérégulation du commerce international, le développement des moyens électroniques, par exemple de transfert de capitaux, se joue des frontières, se joue des lois nationales. C'est un fait. Cela entraîne que l'homme n'est plus qu'au service des moyens de production. Il n'a de valeur qu'en fonction de ce qu'il peut rendre, produire. Et c'est pour ça que cette économie n'a que faire de lieu. Le seul critère, c'est la rentabilité. Et face à ce capitalisme planétaire, l'État-nation semble impuissant. On peut regarder certains pays qui essayent de résister, vous les avez tous en tête. Qu'est-ce que cherche l'économie globale aujourd'hui? Créer un espace mondial, flexible, homogène, les mêmes produits partout, pour entretenir une illusion, donc domestiquer les peuples. L'illusion de quoi? De la diversité et de l'unité. Une seule loi, la satisfaction des désirs immédiats. C'est valable pour l'économie, mais pour la politique aussi. Les États, qui sont des vestiges du passé, sont considérés comme un obstacle. Ainsi, il convient, pour parvenir à ce marché unique, d'effacer les cultures, et je vais être très bref, très rapide, grâce au transhumanisme. Donc revoyez les conférences qui ont eu lieu ici, du père Boboc. Alors je vous signalerai un livre remarquable sur le sujet d'un dominicain du père Escante qui vient de sortir aux éditions du Cerf. Bref, les différentes cultures sont à effacer grâce justement au transhumanisme. L'objectif, c'est de changer l'homme, de le transformer, afin de parvenir à un monde unifié, indifférencié et matérialiste. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et bien souvent, sur ces questions gravissimes, l'Église se trompe de combat. Les institutions internationales et l'internationalisme des altermondialistes préparent, quelle que soit leur opposition, leurs différences, leurs querelles, l'avènement d'un nouveau totalitarisme. L'homme, l'individu, n'est considéré que du point de vue utilitaire, quel que soit le courant auquel on se réfère. La société, et qu'on le veuille ou non, il suffit d'ouvrir les yeux, livrée à l'individualisme. Et l'individu à l'hédonisme. Et la conclusion, c'est le relativisme, contre lequel a essayé de lutter en son temps Benoît XVI. La seule règle pour les financiers, c'est le consensus, mot que je vais employer tout à l'heure.
ou, comment on pourrait dire, l'arbitrage entre plusieurs possibilités. En d'autres termes, on a pu le voir lors de différents procès, hein, on a recours à des arbitres au lieu de faire référence au droit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien au-dessus du marché, donc pas de vérité sur l'homme ou sur les opérations financières, que sais-je. D'où la remise en cause, et je réinsiste à nouveau, je l'ai déjà évoqué, de l'anthropologie traditionnelle, n'employons pas le mot chrétien, mais elle est héritée de l'Antiquité, grâce au transhumanisme. Qu'est-ce qu'on voit dans les journaux? De plus en plus, on parle du droit de l'environnement, qui va définir des droits spécifiques pour l'air, à l'eau, aux plantes, aux minéraux, que sais-je. Mais les juristes vous diront que tout cela, c'est des absurdités. Mais pour les altermondialistes ou les écolos, une des causes de la destruction des milieux naturels, c'est quoi? La surpopulation, la surexploitation des richesses naturelles, de l'écosystème, d'où la nécessité d'abord par la persuasion, puis après un contrôle autoritaire de la fécondité. Quant à la pollution, qui provoque soi-disant des bouleversements climatiques, alors je n'ai pas le temps de parler du GIEC, mais certainement l'année prochaine, il y aura une conférence là-dessus. Le fameux bouleversement dû à l'effet de serre, mais logiquement, seul un pouvoir supranational peut imposer une limitation de la population. Hein. Rappelez-vous le fameux nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté aux frontières. Bon. Et à une époque, les braves gens l'avaient cru. Tout cela nous amène à une conséquence implacable. Il faudra substituer à l'anthropocentrisme classique, qui place l'homme au centre de l'univers, les valeurs du différentialisme, qui impose à l'homme des obligations à l'égard des autres espèces. Voici à quelques grands traits l'idéologie des écolos, aux nuances très variées. Il y en a qui sont plutôt qui s'occupent de l'environnement, antinucléaires, eugénistes, antispécistes, que sais-je. Mais tous se retrouvent dans la condamnation du système libéral et militent pour une autre mondialisation, qui est la résurgence moderne ou postmoderne de l'internationalisme qui, depuis 2 siècles, va osciller entre l'utopie, on peut penser à Proudhon, Fourier et d'autres, et le marxisme. Ces altermondialistes œuvrent pour une autre mondialisation qui est que la version, une autre version que la vision du capitalisme libéral, mais concrètement, et je vais le montrer très rapidement, moi schématiquement, ils en sont les complices. À première vue, ces 2 positions sont incompatibles. Mais que cherchent-ils? L'un, c'est, disons, le monde du pouvoir économique, et l'autre, c'est ce qu'ils appellent la société civile. Rappelez-vous aussi que c'est une expression relativement récente. Eh bien, ces 2 mondes cherchent à s'imposer, à devenir acteurs du débat. Et en réalité, ces 2 acteurs ont un objectif commun: contrôler
le futur pouvoir mondial. Les altermondialistes et les libéraux mondialistes, qui sont, je disais, des complices ou des frères ennemis, partagent la même utopie. Œuvrer pour l'âge d'or, un nouveau monde. Alors d'un côté, vous avez l'oligarchie déjà mondialisée, et de l'autre, ceux qui se réclament de la société civile. En réalité, quand on regarde bien l'actualité, qu'est-ce qu'on remarque? Que comme dans un orchestre, les partitions sont bien distribuées. Contrôler le pouvoir mondial, parvenir à faire table rase de l'ancien monde, hein, c'est une expression qu'on retrouve très souvent sous la plume de politiciens ou d'hommes religieux, pour façonner un homme nouveau. Alors, pour les libéraux, pour les capitalistes, c'est l'ONU. Ces différentes organisations, OMC, FMI, Banque mondiale pour l'économie, UNESCO, UNICEF pour l'éducation, OMS pour la santé, qui doivent imposer des normes, des règles mondiales. Et c'est d'ailleurs dans ces organisations que s'élaborent les politiques. Et c'est la logique de ce qu'on appelle le multilatéralisme. Et je vous invite à lire un article dans Le Figaro de une dizaine de jours d'une certaine russe, enfin ukrainienne, qui s'appelle Ackerman, un drôle de nom, qui critique, regardez bien, quel est son angle de vision de l'attaque de la Russie. Et ça rentre tout à fait dans ce que je viens de dire. Donc, pour les mondialistes, les grandes décisions doivent se décider au niveau mondial dans les différentes branches de l'ONU. Et ce multilatéralisme va s'imposer aux États-nations jusqu'à ce que la globalisation les fasse disparaître pour une nouvelle forme de gouvernance. Et tout est prêt. L'idéologie de cette oligarchie n'a rien à envier à celle des écolos ou des altermondialistes. Même vision du monde, même anthropologie. À les écouter, donc si vous prenez certains textes de certains députés écolos ou de Sutherland qui est mort, mais vous verrez, c'est difficile de départager qui a écrit quoi. À les écouter, la prospérité ne peut être assurée que par la logique du marché. La logique du marché qu'il faut absolument libérer. Mondialisation de l'économie suppose globalisation de l'offre et de la demande sans entrave. Et pour y parvenir, que faut-il faire? Fluidifier le marché, source de richesse, et mettre en place quoi pour y arriver? Au moins dans un premier temps. Des accords de libre-échange applicables sur une partie du monde, sinon pour le globe tout entier. Ainsi, l'activité économique n'est plus prisonnière de frontières. De plus, il faut fluidifier le marché, il faut fluidifier aussi les capitaux. La finance libérée des barrières douanières peut investir partout où elle pressent un intérêt et se retirer dès qu'elle a obtenu satisfaction.
De plus, la répartition internationale du travail s'impose. Comment? En fonction des formations. Hein, pour eux, les connaissances n'est créer une valeur ajoutée, alors que la main-d'œuvre, bon, est interchangeable, peu importe le pays. Ainsi, il convient de produire dans les régions à bas salaire et de là favoriser la flexibilité du marché du travail, d'où les délocalisations. Alors on peut crier contre, mais on ne voit pas par quoi elle est imposée. Enfin, l'État n'est plus perçu que comme un ennemi, un obstacle. On va parler d'abord, pour ne pas effrayer le populo, de souveraineté partagée, une étape. Mais tout de suite, qu'est-ce qu'il convient de faire pour tuer l'État? Réduire la dépense publique, réduire les prélèvements fiscaux, réduire le nombre des fonctionnaires, privatiser les entreprises publiques. Dans cette économie globalisée, mondialisée, les procédures d'arbitrage, parce qu'il y a toujours des conflits, relèvent du contrat et non plus du droit. Le fameux consensus dont j'avais parlé tout à l'heure, ce consensus doit s'imposer comme critère. L'efficacité, l'accord des volontés est plus important que l'adéquation de l'esprit à la réalité. Hein, le vieux principe aristotélicien. D'où la dictature du relativisme. Je reviens à ce que je disais précédemment. Bref, dans cette société, l'homme, ou plutôt, on devrait dire l'individu, est à même de faire des choix de consommateur. Donc il est apte à choisir sa vérité. Dans une telle société, ou plutôt pour reprendre les termes d'un philosophe belge Descartes, dans cette dissociété, les vérités s'expriment comment? Par la fréquence des choix individuels. Et dès lors, le droit, et je vais reprendre l'expression d'un sénateur socialiste, le droit n'est plus l'expression d'un rapport avec un concept, avec une norme juridique éternelle. On peut penser aux travaux de Cicéron, entre autres, qui ont forgé la mentalité des juristes occidentaux. Le droit n'est plus qu'un rapport de force à un moment donné de l'histoire. Et ne relève plus que de la volonté. Donc on est sur le plan philosophique en pur volontarisme, et non plus de l'observation de principes découlant de la notion de justice ou de la nature des choses. Ces droits de l'homme n'ont qu'un objectif: satisfaire les passions individuelles. Et les nouveaux droits de l'homme, c'est quoi? Ils sont à comprendre dans cette perspective. Il ne faut pas se tromper. Toute revendication de droits, même les plus farfelus, est légitime si elle procède d'une volonté de consensus. Et on voit très bien l'évolution de nos sociétés. Enfin, cette mondialisation en marche soumet les acteurs économiques aux lois du capitalisme libéral. On l'a vu. Mais les États au droit international et les individus aux normes de la majorité. Donc qu'est-ce qu'on constate? Une pyramide de nouveaux droits. Eh bien cette pyramide requiert quoi? Mais
une autorité supranationale, non territoriale, non démocratique, mais souveraine. Ainsi, pour les altermondialistes ou les libéraux, ils se retrouvent dans le même projet. Et bien sûr, pour les multinationales, ou les autorités supranationales qui, pour le moment, n'émettent que des vœux ou des normes qui vont être traduites dans les différents droits nationaux, il convient de parvenir à cette gouvernance mondiale. Et cette gouvernance, même si on n'en a pas conscience, est en marche. Et la même logique préside à tous les programmes mondiaux, de l'OMS, pour la santé, de l'UNICEF, ainsi de suite. Je ne vais pas me redire. C'est la logique de la normalisation planétaire qui s'impose peu à peu. Et écoutez l'émission que j'ai faite avec Didier Rochard sur manipulation et désinformation, où on cite les points de Chomsky. Ce mouvement amène une anthropologie nouvelle et considère l'homme comme un individu sur qui le cosmos a des droits. Alors on peut retrouver ici certains thèmes gnostiques, peu importe. Les thèses de l'écologie peu à peu s'imposent. Pensez à certains termes, charte du développement durable. Et depuis le sommet de Rio, vous voyez c'est un peu vieux, 92, et la charte de la Terre, d'inspiration néo-païenne et gnostique, mais là on le retrouve même dans certains écrits d'un François. On voit se dessiner une alliance entre ces deux formes de mondialisation, de mondialisme, pourrait-on dire. Les institutions supranationales vont déléguer à des agences de régulation l'autorité d'imposer des solutions durables. Et c'est la dictature du relativisme des normes. La gestion de l'eau, de l'air, que sais-je, de la démographie, amène, si on lit bien les projets onusiens, à une gouvernance. Pensez, je vais donner un seul exemple, qui remonte à 1999, le pacte mondial, initié par Kofi Annan, la conférence de Pékin, la 5e conférence de la femme, 180 pays étaient représentés, 2000 ONG, donc là les altermondialistes sont très présents, et cette conférence avait pour but de lutter contre toute forme de discrimination, c'est un terme qu'on entend très souvent, et envisageait des sanctions pénales en cas de violation de droits des femmes. Et dans ces droits figurait bien sûr l'avortement légal comme un droit fondamental. Regardez ce qui se passe maintenant en France. L'ONU et bien sûr la Fédération internationale du planning avaient le même objectif et ça a été un échec. Mais ça remonte à déjà quelques années. Un échec tout simplement parce que la diplomatie vaticane avait réussi à fédérer l'opposition de 138 pays, ce qui n'est pas rien, des pays d'origine de tradition catholique et musulmane.
Donc, alliance surprenante qui a fait échouer le projet. Hein? Mais, qu'est-ce qu'on voit depuis cette époque? Les adversaires de l'Église, comme les adversaires d'un certain pays, qui veut défendre les valeurs dites traditionnelles, sont en but au déchaînement de tous les médias. Et les adversaires de l'Église cherchent à faire retirer le siège d'observateur à l'ONU au Vatican. Et on peut se rappeler, c'est une petite parenthèse, que si Mme Clinton avait été élue, il était prévu un printemps catholique, et regarder le livre sur Soros, voir comment il arrose très généreusement, très charitablement, certaines officines prétendument catholiques et même des cardinaux. Hein. Et rappelez-vous, lors de l'affaire Lambert, on a interrogé qui? Un journal qui a l'étiquette catholique. Voilà. Bref. J'aurais pu parler pendant des heures, j'ai voulu volontiers et à dessein être schématique. Il faut garder les points importants. Afin de prendre conscience des menaces qui planent sous nos libertés. C'est bien sûr l'aboutissement de l'idéologie des Lumières et le triomphe du relativisme moral. Et nous assistons de nos jours à un basculement, même si on n'en a pas conscience, de civilisation et à l'émergence d'une nouvelle anthropologie. Que faire? Entre mondialistes et altermondialistes, entre la dictature du relativisme et les nouveaux droits de l'homme, il y a la sapientia perennis, la sagesse éternelle, et je vais reprendre un terme de Maurras, la seule internationale qui tienne, c'est l'Église. Et on pourrait dire que c'est la seule institution, à travers les siècles, globale, qui, contrairement au pouvoir des multinationales, repose sur le don. Aux antipodes de l'idéologie écologiste, n'en déplaise un certain François, place l'homme au cœur de la nature, parce que créature façonnée à l'image de Dieu. L'Église s'étend à travers le monde, mais respecte les cultures. Regardez les Coptes, des Arméniens, des Byzantins ou des pseudo-latins, vous verrez, l'Église a su s'adapter. Elle est effectivement, comme le disait un certain pontife, experte en humanité. Et ce, depuis sa fondation. D'où sa supériorité, qui tient quand un certain vendredi de l'an 33, elle a vaincu l'antique ennemi. Que faire? D'abord, pas se leurrer. Le combat est plus possible de le mener sur le plan politique. Il y en a qui rêvent peut-être de fonder un parti catholique, or que c'est étranger à la tradition française. Il n'y a plus que le métapolitique. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Prendre conscience de la réalité. Assumer notre héritage. Et je reprends le terme de saint Paul, mener le bon combat. L'État moderne, depuis la fin du Moyen-Âge, a cherché, pour affirmer son autorité, à lutter contre l'Église. On peut penser à la querelle des investitures, ça peut prendre plusieurs formes au cours de l'histoire. Et jusqu'à reléguer l'Église dans la sphère privée. Mais encore, c'est pas si mal que ça, pourrait-on dire, aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église est considérée comme
un simple membre de la société civile. Et aujourd'hui, l'État, qui tend à s'effacer, à sombrer sous les coups du mondialisme, tend à s'effacer devant une autorité nouvelle du développement durable, a un but, non plus de reléguer l'Église dans la sphère privée, comme on ne fait pas sous la Troisième République, par exemple, mais d'arracher du cœur même de l'homme l'idée de Dieu. C'est tout à fait différent. Donc un homme purement, comme disait Jean-Paul Sartre, sa définition de l'homme, un tube digestif sur deux pattes. Le danger de cette marginalisation de l'Église, à la limite, pourquoi pas, cache un autre danger, la marginalisation de toute l'anthropologie traditionnelle. Que faire? Négocier des places pour soi-disant porter la bonne parole. On peut penser à un brave philosophe qui était tête de liste, qui écrit des très bons livres, et on a vu ce qu'il est advenu, que la leçon serve. Entrer en politique pour témoigner de la dignité de l'homme. Objectivement, si on regarde ce qui se passe dans l'Europe, ou dans le monde européen, Canada, il est trop tard. Je répète, le combat doit être métapolitique. Gagner des intelligences, rappeler à temps et à contre-temps les points non négociables, très important. Alors, regardez sur Internet, hein, vous avez un très beau discours de Benoît XVI sur le sujet. Le monde d'aujourd'hui, si notre civilisation doit continuer, a besoin de témoins authentiques. Et rappelez-vous ce que disait Pascal. Je ne crois les gens qui sont capables de verser leur sang. Bon. Et quand on regarde l'état de décrépitude de notre monde, les scandales, par exemple, de mœurs dans l'Église, qui touchent d'ailleurs tous les milieux, on peut prendre conscience de la fragilité du monde dans lequel on vit. Donc on a besoin de témoins authentiques, d'Antigone. Sinon, le rouleau compresseur du totalitarisme mondialiste déroulera son programme. Et si vraiment ce travail métapolitique, ce travail d'artisan, et on peut penser à l'attitude des chrétiens vis-à-vis de l'Empire romain qui au départ était hostile, non pas par une haine, viscérale. Tout simplement, il y avait un conflit entre les empereurs et le Sénat qui déterminait le droit. Et on verra très rapidement que l'Empire est devenu chrétien. Il y a eu plusieurs conférences sur le sujet ici. Voilà, je pense que j'ai parlé assez, et ça suffit.